la technique. Voilà. Bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer. Tout le monde m'entend bien? Oui, au fond aussi? Oui, parfait. Alors, on est ensemble pour une petite heure, 50 minutes, ça dépendra si vous avez des questions ou pas, sur le sujet de la communication responsable. Mais je tiens à vous le dire tout de suite, l'idée, c'est pas de faire un cours sur ce qu'est la communication responsable. L'idée, c'est de s'interroger sur comment, en fait, ce type de communication doit aussi être au service de la stratégie de l'entreprise. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément vous expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, etc. Mais plutôt, quels sont les leviers d'efficacité d'une communication responsable qui va remplir un peu les mêmes objectifs qu'une communication non responsable quand même. Parce qu'à un moment, une entreprise, elle veut vendre, elle veut améliorer sa réputation, elle veut... voilà. Je me présente très rapidement, je m'appelle Christelle Dadzenko, je suis la fondatrice de l'Arbre Corail qui est un cabinet de conseil en transition écologique auprès des entreprises situé à Angers. Donc moi, je n'ai pas fait beaucoup de route ce matin. On accompagne les structures, on est au stand C39 et on accompagne les organisations et les industries sur 3 leviers. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'atténuation des impacts, donc c'est la stratégie RSE des entreprises. Le deuxième, qui est de plus en plus important, c'est les stratégies d'adaptation aux risques environnementaux et de gestion de ces risques environnementaux. Et le dernier sujet, qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment faire connaître ces engagements. Sachant que dans mon parcours, j'ai passé 20 ans dans des groupes et agences de communication, groupes médias, voilà. Donc c'est un sujet que normalement je ne connais pas trop mal, voilà. Alors, comment ça va se dérouler? 4 points. Le premier, on va quand même faire refaire un petit focus sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de communication responsable. Ensuite, on regardera les objectifs auxquels peut répondre la communication responsable, quels sont les facteurs d'efficacité, et on terminera par une revue des bonnes pratiques quand même. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de communication responsable ? Ça, c'est la définition de l'ADEME. Donc l'ADEME, pour aider les communicants, a fait un gros travail sur ces 4 dernières années avec un gros guide qui a été revu il y a 2 ans sur la communication responsable, qui est considérée donc comme une communication plus sensible aux enjeux écologiques, davantage à l'écoute des habitants de notre planète, une communication qui va s'interroger autant sur le contenu, donc le fond, que sur la manière de délivrer les messages, la forme. Une communication également qui intègre la notion d'urgence. Point important que souligne l'ADEME, c'est que la communication responsable n'est pas un objet ni une fin en soi, c'est un processus systémique. C'est-à-dire que dans l'entreprise, s'il y a juste un super chargé de com qui veut faire de la com responsable, mais que le reste de l'entreprise ne suit pas sur le marketing, sur le développement des offres, sur la gouvernance, et ça restera un petit peu cantonné au bureau de ce chargé de com, malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication responsable, elle adresse 2 sujets. Elle adresse d'une part la communication sur les engagements des entreprises. Donc c'est ce qu'on va appeler la communication sur la RSE. Mais elle adresse aussi la communication de l'entreprise sur tout ce qu'elle peut faire et proposer en dehors de ses actions et engagements RSE, mais en le faisant de façon responsable, c'est-à-dire en réduisant les impacts environnementaux et sociaux de toutes ces prises de parole et de ces actions. C'est important d'avoir en tête qu'on est sur les 2 leviers. La communication responsable, c'est pas seulement communiquer sur sa RSE, c'est aussi communiquer sur tout le reste, sur tout ce sur quoi on communique d'ordinaire, mais en le faisant mieux, voilà, on va dire. Alors, communication classique versus communication responsable. La communication responsable, c'est de la communication classique.
mais qu'on va débarrasser de ses corollaires négatifs. C'est-à-dire que la communication responsable, elle va être débarrassée de la multiplication des canaux, l'augmentation des volumes, des sources d'information, toute cette espèce de surcommunication qui a tendance à noyer les publics. On va la débarrasser aussi du coup de la perte de confiance qui est un peu généralisée envers les organisations parce que trop d'informations, beaucoup de fake news, et c'est le point suivant, c'est que cette communication, elle sera débarrassée des fake news, des allégations trompeuses, des exagérations, etc., qui pouvaient avoir qui pouvaient être un peu trop nombreuses parfois dans la com dite classique ou conventionnelle. On est débarrassé aussi du toujours plus vite, plus loin, plus fort, les fameux washing en tout genre. Alors on a le greenwashing qui est plutôt connu, mais on a aussi maintenant le washing, qui est le fait de ne plus rien dire, c'est-à-dire que à l'inverse du greenwashing qui cherche qui utilise les arguments environnementaux pour servir, sans qu'ils soient réels et vérifiés, mais pour servir ses intérêts propres. Le washing, maintenant, c'est des entreprises qui n'osent plus rien dire. Elles n'osent même pas dire ce qu'elles font bien, tellement elles ont peur d'être taxées de greenwashing. Donc voilà, donc on est débarrassé un peu de tout ça. On est évidemment débarrassé des effets sociaux et sociétaux néfastes, type les stéréotypes qu'on peut retrouver dans la communication classique, et des effets néfastes sur l'environnement, comme une communication classique qui ne va pas prendre en compte l'impact carbone de sa diffusion et qui va contribuer au réchauffement climatique. Voilà. Donc, notre communication responsable, elle est là pour prendre... C'est une communication classique, mais qui va prendre ses responsabilités dans un contexte de transition écologique. À quels objectifs est-ce qu'elle peut répondre, cette communication responsable? Je suis chargée de communication, je suis directeur de com, je suis même responsable d'une entreprise. À quoi ça va me servir? En fait, ça va me servir à tous les objectifs, à répondre à tous les objectifs de ma stratégie d'entreprise. Vous êtes dans une entreprise, vous voulez vendre des produits ou des offres, la communication responsable, elle va vous permettre de le faire, elle doit vous permettre de le faire. Vous voulez améliorer votre image de marque ou votre image d'entreprise, elle doit aussi vous permettre de le faire. Mobiliser vos parties prenantes, mobiliser vos consommateurs, vos clients sur un événement que vous organisez, il faut qu'elles puissent le faire. Gagner des points de notoriété, pareil. Influencer les comportements ou le marché, oui, il faut qu'elle puisse le faire, et au contraire, c'est ce qu'on attend de la communication responsable. La seule différence, c'est qu'on va lui demander d'essayer d'influencer dans un sens évidemment plus vertueux. Travailler votre marque employeur pour recruter, notamment, ou pour fidéliser vos collaborateurs. Oui, la communication responsable, elle doit le faire aussi. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est d'abord la méthode, la façon dont on va faire tout ça. Et là, cette méthode, elle s'appuie sur 4 leviers. Le premier levier, c'est la diffusion de messages dits responsables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va éviter le greenwashing, on va éviter d'utiliser des allégations environnementales ou sociales qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas justes et vraies. On va plutôt faire la promotion de récits dits inspirants. Alors, inspirant, évidemment, ça dépend toujours pour qui. Il y en a qui sont très inspirés par le rêve américain, parce que c'est ça qui a constitué la communication d'aujourd'hui. Pour la petite histoire, la façon dont on communique aujourd'hui et les récits dont on a été abreuvé jusqu'à aujourd'hui, ce sont vraiment des récits post-Seconde Guerre mondiale. Au moment du plan Marshall négocié avec les Américains, une des conditions qu'avaient posées les Américains pour aider l'Europe, c'était la levée des quotas sur les films hollywoodiens en Europe. Donc c'était le fait, il y avait des quotas avant, et c'était le fait de pouvoir diffuser autant qu'ils voulaient et autant de films qu'ils voulaient sur le marché européen. Parce qu'ils avaient déjà bien compris
que le fait de diffuser ce cinéma-là, c'était aussi le fait de diffuser un modèle de consommation et un modèle de société qu'ils allaient pouvoir transposer du continent de l'Amérique du Nord en Europe. Et je crois qu'on peut dire que ça a extrêmement bien fonctionné, extrêmement bien. Voilà, donc des messages responsables, c'est aussi lutter contre les stéréotypes. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit dans les communications dans lesquelles on ne se reconnaît pas ou qui ne ressemblent pas aux gens ordinaires, à nous tous de tous les jours. Voilà. Ensuite, le deuxième levier dans la méthode, c'est la deuxième façon différente qu'on va avoir de faire les choses, c'est qu'on va éco-socio-concevoir les supports. Ça veut dire qu'on va évidemment chercher à réduire l'impact environnemental de tous nos supports, qu'ils soient physiques ou numériques. On va avoir une démarche d'achat responsable, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des fournisseurs et des prestataires qui eux aussi sont engagés. Et puis, on va aussi veiller à l'accessibilité. Aujourd'hui, des supports en FALC, il n'y en a pas beaucoup. Le FALC, c'est la démarche d'accessibilité pour les gens malvoyants, les défaillants visuels, les défaillants auditifs, etc. Troisième chose qui va changer dans la méthode, dans la façon de faire notre communication, c'est la considération et le dialogue avec les parties prenantes. Alors, parties prenantes internes et externes, c'est-à-dire les collaborateurs, c'est-à-dire les clients, bien sûr, les consommateurs quand on a des consommateurs, mais aussi nos fournisseurs, nos prestataires, nos partenaires, le territoire, les associations, etc. On va aller les écouter et on va pas délivrer des messages de façon unilatérale et de façon descendante de l'entreprise qui a le savoir et qui transmet, mais on va aller délivrer des messages qui ont été pensés et réfléchis avec l'intégralité des personnes qui ont une interaction avec l'entreprise. Et ça va nous permettre vraiment de questionner l'utilité, la pertinence et l'efficacité de nos projets. C'est peut-être là qu'est quand même un des fondamentaux de la communication responsable, c'est de ne pas communiquer pour rien. Voilà. C'est de questionner l'utilité. Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire cette campagne, de prendre la parole à ce moment-là, d'utiliser ces supports-là, de m'adresser à ces personnes-là? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va remplir des objectifs concrets? Comment je vais le mesurer derrière, etc., etc. Et la dernière chose qui change dans la méthode, c'est ce qu'on va appeler efficacité éthique des affaires, c'est-à-dire qu'on va évaluer les impacts environnementaux et sociaux de nos actions. Systématiquement, la communication responsable, c'est une communication qui peut se tromper. On peut faire une campagne une première fois qui finalement va avoir un impact très important parce qu'à un moment on s'est dit tiens je vais arrêter de faire du print, je vais faire du numérique parce que le numérique ça a moins d'impact, et puis quand on calcule on se dit bah punaise, si j'avais envoyé finalement des flyers print bien pensés à ma cible, parce que je cible plus quand je fais du print. J'ai la possibilité d'envoyer si je veux cibler 100 personnes, je peux cibler 100 personnes. Quand je fais du numérique, je fais quand même plus de volume, plus de masse, etc. Et finalement, je me rends compte a posteriori en calculant que ce n'était pas le bon choix. Bah, j'ai le droit, parce que la démarche, c'est d'évaluer ces impacts et après, d'ajuster le tir pour la fois suivante. Et d'optimiser et de valoriser sa démarche. Voilà, donc c'est la méthode qui change. Et puis, ce sont aussi les bénéfices, et je dirais même plus les co-bénéfices. Quand on fait de la communication classique, je le disais, on est dans une démarche quand même assez unilatérale, assez descendante, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle a des objectifs qui sont plutôt économiques, sur de la communication classique, elle a des objectifs économiques, elle va communiquer pour remplir ses objectifs à visée économique, et elle va, si ça a bien marché, elle va en retirer des bénéfices. Elle va en retirer des bénéfices. Quand on fait de la communication responsable, on essaye de faire en sorte que les bénéfices soient répartis
Bien sûr, ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On va continuer à mobiliser, vendre, gagner des points de notoriété, travailler notre marque, améliorer notre image, influencer les marchés. Mais on va aussi créer de la confiance auprès des consommateurs en adoptant une approche qui va être transparente, honnête et respectueuse. Donc nos consommateurs, ils vont se sentir plus... ils vont gagner eux-mêmes en confiance envers la marque qu'ils auront choisie ou l'entreprise avec laquelle, ou nos clients, ils vont gagner en confiance dans leur relation professionnelle avec l'entreprise qu'ils auront choisie. Et ça, c'est quand même voilà, un bénéfice pour nos clients ou consommateurs. On va renforcer notre réputation et notre légitimité. On va nous gagner en légitimité, mais c'est aussi parce qu'on aura... on se sera engagé en faveur de causes sociales et environnementales. Donc la société y gagne. On va favoriser l'engagement de nos parties prenantes qui vont se sentir plus concernées par les produits ou services qu'on propose. On va répondre aux attentes des consommateurs et de nos clients qui sont eux-mêmes de plus en plus sensibles aux enjeux. Donc nos clients, nos consommateurs, eux, ils se sentent plus concernés. Ils vont travailler avec des marques ou avec des entreprises qui répondent à leurs attentes, qui répondent à leurs besoins, qui sont plus alignés avec leurs propres valeurs aussi, qui sont plus alignés avec les enjeux sociétaux. Donc on a des bénéfices qui sont quand même beaucoup plus partagés et plus larges que moi, entreprise, mon objectif commercial initial, voilà. On va participer aussi à la lutte contre le greenwashing, nous, en étant comment dire, exemplaires aussi. On va montrer l'exemple. Donc, on va participer à transformer aussi les modèles. On va créer de la valeur partagée, c'est-à-dire voilà, cette valeur qui va bénéficier à tous, puisqu'on a parlé à nos parties prenantes. Donc, il n'y a pas que nous qui avons un intérêt dans la communication qui a été mise en place, mais il y a aussi l'ensemble de notre écosystème. On va contribuer à préserver le vivant en diminuant l'empreinte, évidemment, carbone des actions de notre communication. Et puis, un point très important, et je vois que je l'ai oublié, mais on va aussi participer à la création de nouveaux récits et de nouveaux modèles de société pour faire évoluer un peu tout le monde aussi. 86% des consommateurs, un petit chiffre, j'en ai pas mis encore jusque-là, 86% des consommateurs attendent des entreprises des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux. Ça veut dire que tous, autant qu'on est, ça date de 2023, hein, ce chiffre-là, ça veut dire que tous, autant qu'on est, on a des attentes très fortes envers les entreprises. Donc il faut qu'elles y aillent. Et 72% des communicants, dont peut-être certains d'entre vous font partie, ou sont en train de se former pour intégrer ce marché des communicants, ressentent des injonctions contradictoires entre RSE et impératifs de rentabilité. Donc c'est important de concilier les deux. Voilà, il est important pour répondre aux besoins des clients et des consommateurs, mais aussi pour faire en sorte que les communicants ils se sentent plus alignés dans leur métier d'aujourd'hui et de demain. Les facteurs d'efficacité de cette communication responsable. On a vu comment elle fonctionne, on a vu à quels objectifs elle peut répondre et clairement, ce sont les objectifs, les objectifs impératifs d'une entreprise, voilà, plus plein d'autres objectifs. Et les facteurs d'efficacité, quels sont-ils ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche quand on fait de la communication responsable? Au-delà de mesurer, voilà, de la méthode dont on a parlé précédemment. Il faut oser communiquer. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est extrêmement important. J'entends souvent, bah ouais, mais moi, j'ai une offre durable. Il y a ça que je fais bien, mais bon, ça et ça, je suis restée sur mon modèle précédent. J'ai pas encore investi sur tel service. Quand on a une offre durable, même partiellement, est-ce qu'on doit communiquer ? Oui, on doit communiquer et on peut communiquer même si on n'est pas parfait sur toute la ligne. Il faut oser communiquer même si on n'est pas parfait sur toute la ligne. Et il faut aussi s'autoriser à utiliser tous les leviers d'efficacité de la communication traditionnelle. Ça marche depuis 50 ans.
Le lobbying, ça fonctionne, la promotion, ça fonctionne, ça a fait changer les comportements, ça a fait gagner des points de notoriété, ça a permis à des entreprises de recruter des talents. Donc ces leviers-là, ils fonctionnent. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser, sous réserve, évidemment, qu'ils soient utilisés de façon responsable, en appliquant la méthode qu'on a vue précédemment, des messages de qualité, etc. Les 4 points qu'on a vus précédemment. Je vous donne un exemple, le nudge. Est-ce que vous savez ce qu'est le nudge ? Le nudge, c'est une tendance qui n'est pas très ancienne. Hein. Ça a été formalisé en 2017 par un sociologue américain, si je ne dis pas de bêtises. Si on le traduisait, ça voudrait dire littéralement coup de coude. Donc en fait, c'est un petit encouragement. C'est une nouvelle technique de communication qui consiste à orienter doucement les comportements, faire changer les comportements grâce à un tout petit élément assez discret dans notre vie de tous les jours, sans contraindre la personne concernée. Ce qui a fait le premier grand... ce qui a fait parler du nudge la première fois, c'est dans les toilettes de l'aéroport d'Amsterdam, où le service, la société qui s'occupait du ménage dans les toilettes, on avait un petit peu ras-le-bol dans les toilettes des hommes, que ce soit pas très propre. Et donc, en fait, ils ont mis des petites mouches au fond des pissotières pour, avec un petit message disant visez ici. Et en fait, ça a réduit, ça a grandement amélioré la propreté des toilettes, mais surtout, ça a réduit le temps passé sur le ménage dans les toilettes, l'utilisation de produits de nettoyage, et puis le confort des personnes qui utilisaient ce lieu. Donc ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple plus orienté sur les sujets d'écologie. La société américaine a été la première Opower, qui est une société qui est un distributeur d'énergie, a développé il y a quelques années des factures énergétiques qui permettaient de comparer sa consommation à celle des voisins. C'est-à-dire que vous aviez votre consommation et puis à côté, vous aviez la consommation du quartier. Et vous aviez un niveau indiqué avec une sorte de notation. Vous êtes, par rapport aux voisins, vous êtes bon, très bon, moyennement et quand même pas très bon. Et en fait, ça, c'est du conformisme. On cherche toujours à se conformer à la norme et à minima se conformer à la norme. Et puis parfois, quand on est un compétiteur pour tout et n'importe quoi, en plus, on veut faire mieux que ses voisins. Donc, n'empêche que ça a permis de diminuer la facture d'électricité et la consommation d'électricité chez tous leurs clients. Ils ont vu une baisse de la consommation d'électricité. Donc c'est ce qu'on appelle du nudge. Bon voilà un levier de communication classique au départ, qui en l'occurrence a tout à gagner à être utilisé aussi pour changer des comportements, avoir des comportements plus vertueux. Donc il faut s'autoriser à ça. Autre levier d'efficacité, expliquer les produits, les services et la démarche durable. Souvent, une offre durable, elle est perçue comme un peu complexe. On ne comprend pas toujours, voilà, c'est pas toujours immédiat. En quoi est-ce qu'elle est durable? En quoi est-ce qu'elle va rester aussi efficace? En quoi est-ce qu'elle a... quels sont les impacts justement positifs qu'elle peut avoir, etc. Et vos clients, vos consommateurs, ils ont besoin de pédagogie pour accepter d'utiliser ces nouveaux produits, d'utiliser ces nouveaux services. Mais ça vaut pour une carte à puce comme pour une chaise. Voilà, on fait du B2B, on décide de changer quelque chose sur sa chaîne de valeur pour aller vers un élément. On va utiliser une carte à puce plus vertueuse, etc. Il faut l'expliquer. Il ne faut pas que ça reste lettre morte.
Je disais au début, oser communiquer. Et il faut bien l'expliquer pour rallier un maximum de personnes à ce nouveau comportement. Et puis, il faut générer de l'émotion. L'émotion, c'est le levier, c'est le déclencheur de la communication. C'est le déclencheur de la communication conventionnelle, classique, mais ça doit être le déclencheur de la communication responsable. Je vous disais tout à l'heure, 40% des personnes ne se reconnaissent pas dans les publicités. Pour générer de l'émotion, quand on a l'impression qu'on est à des années-lumière de ce qu'on voit face à nous, c'est difficile. Malheureusement, la communication responsable, elle a tendance à se cantonner à des arguments qui sont très rationnels. Parce que, je vais le dire après, c'est extrêmement important, il faut prouver. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prouver, c'est extrêmement important. Il faut avoir des éléments de preuve. Et il faut être authentique. Mais avec toutes les tendances, justement, toutes les dénonciations de greenwashing qu'il y a pu y avoir, les entreprises, elles ont un peu peur d'être sur des allégations non vérifiables et donc elles se privent de la part émotionnelle. Le terme émotion étymologiquement, ça veut dire se mettre en mouvement. Si on veut changer les choses, avoir de l'impact et qu'on veut que les destinataires de notre communication se mettent en mouvement avec nous, il faut faire appel à des leviers émotionnels. Donc il faut créer des histoires autour des offres, des produits, des services, des démarches durables qu'on met en place. Et il faut être créatif, vraiment. Il faut être créatif. Voilà. L'idée, c'est pas de raconter des belles histoires, l'idée, c'est de raconter de vraies histoires. Mais de vraies histoires, ça reste des histoires, et les histoires, ça permet de faire envie. Et puis, je l'ai évoqué précédemment, extrêmement important pour être efficace, être sincère, humble, authentique, transparent. Nous ne sommes pas parfaits. Oui, on communique. Oui, on communique même si l'intégralité de notre offre n'est pas parfaite. Mais on le dit, on l'assume et surtout, on montre les actions qui nous restent à réaliser. Je vous donne un exemple très concret. Vous sortez un rapport RSE. Faire une belle communication pour dire « You, j'ai sorti mon rapport RSE ». Bon. Soit, en fait, des rapports RSE, il en sort en plus maintenant régulièrement, voilà. C'est pas là-dessus qu'il faut communiquer. Il faut communiquer sur le chemin que ce rapport RSE, sur la trajectoire, que cette démarche de rédaction et de diagnostic, etc., de votre rapport RSE, sur la trajectoire qu'elle vous a permis de prendre, ce que vous avez déjà réussi à améliorer, mais surtout ce qui vous reste à faire et ce que vous vous donnez, vous, comme objectif. C'est ça qui doit être communiqué et pas faire de l'autocongratulation sur je comprends, hein, Servicecom, ça fait 6 mois qu'on est sur le rapport RSE, ça a demandé de la ressource, etc. Certes, mais un rapport RSE, c'est pas un sujet de communication en soi. C'est la trajectoire d'amélioration qui peut être un sujet et c'est ça qui peut mobiliser. Si on y apporte aussi un petit peu d'émotion, parce que si c'est juste de faire un compte-rendu ou une retranscription des beaux tableaux qu'on retrouve dans notre rapport RSE, et je fais des rapports RSE pour mes clients, donc je ne veux pas du tout dénigrer le rapport RSE qui est extrêmement important et fondamental, mais ça n'est qu'un outil pour aller quelque part. C'est un outil de chemin. Et toujours les preuves tangibles, hein, partout, tout le temps, de la preuve, parce que c'est là qu'arrivent les problèmes. Voilà, quand on est une grosse entreprise, c'est moins le cas peut-être pour les PME et ETI, mais quand on est un grand compte, on est scruté par les ONG, scruté par les associations. Tout ce qu'on dit, c'est épluché. Si on a le malheur de faire une allégation qui n'est pas complètement vérifiable ou qui peut être réinterprétée, hein, parce que c'est rare qu'on nous tombe pas dessus, qu'une association nous tombe pas dessus, et elles ont raison.
elles ont raison parce qu'elles doivent faire ce travail-là pour éviter que les communicants, parfois, fassent des erreurs, pour ne pas dire n'importe quoi. Un petit chiffre encore, 73% des consommateurs indiquent que la transparence de la communication d'une entreprise influence leur fidélité. À vrai dire, ça marche aussi en politique, hein, quelque part. Alors là où on est moins sûr, c'est de la réelle transparence peut-être de la communication des politiques. Mais en tout cas, on est à l'écoute quand quelqu'un nous dit « bah ouais, je sais ». C'est pas parfait, mais regarde, je me suis dit que j'allais faire comme ça la prochaine fois, je vais essayer ça, etc. Qu'en penses-tu ? C'est ça la communication responsable. Qu'en penses-tu, toi, mon consommateur que, voilà, quand on voit des marques d'agroalimentaire, par exemple, cette marque qui fait du surimi, je ne sais plus laquelle, parce que je ne mange pas trop de surimi, mais voilà, il y a une marque qui fait du surimi et qui, il y a 2 ans, il me semble, s'est dit, bon, je vais peut-être arrêter le plastique autour de mes surimi individuels. Et donc, elle a commencé par lancer cette information. Bon, j'aimerais bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, ouais, oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, consommateur? Est-ce que vous allez, est-ce que vous aimeriez? Oui, formidable, excellente idée, etc. Donc, elle a consulté ses parties prenantes. Elle a enlevé le plastique autour des surimi. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ça peut arriver aussi. Mais c'est pas grave, la démarche était bonne et surtout, elle a commencé à travailler les changements de comportement. Donc, elle pourra réessayer, elle pourra recommencer, elle va le faire différemment, mais voilà, c'est une façon de faire. Et puis, extrêmement important, pour être efficace, il faut être aligné avec ses enjeux. Je vous ai mis des lunettes et un magnifique étui à lunettes. Si je suis opticien, que j'ai des lunettes, des étuis à lunettes hyper éco-responsables. Voilà, ils sont éco-conception, ACV sur mes étuis à lunettes, etc. J'ai acheté, je fournis la pépite des pépites. C'est formidable. Mais moi, je suis fabricante, je ne suis pas opticienne d'ailleurs, je suis fabricante de lunettes. Je ne fabrique pas, moi, les étuis. Donc, en fait, mon enjeu, il n'est pas sur les étuis. Mon enjeu, il est sur les lunettes. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est d'être aligné avec ces enjeux aussi économiques. Je peux être le meilleur qui soit sur mon fournisseur d'étuis, c'est formidable, mais si je ne fais pas un travail sur la chaîne de valeur de production de mes lunettes, en réalité, je n'ai pas travaillé ma réduction d'impact, donc je n'ai rien à communiquer. Risque énorme, mettre toute ma communication sur mes magnifiques étuis jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui réalise que ce n'est pas moi qui les fabrique et que ça fasse derrière un bad buzz, que ça entaille ma réputation, la qualité de ma réputation, etc., etc. Voilà pour les leviers d'efficacité. Je vérifie quand même l'heure parce que je ne veux pas... Oui, c'est bon. Et puis, pour finir, je vous propose de faire une petite revue des bonnes pratiques de la communication responsable. Alors attention, il y en a... Vous avez vu, il y a 4 leviers importants, puis à l'intérieur, on a 10, 15. Donc j'en ai mis quelques-uns, on ne va pas s'arrêter sur tous, simplement ceux qui vont me sembler essentiels. Mais n'hésitez pas si... on prendra le temps d'échanger quand moi j'aurai fini de parler. C'est dans ce sens que ça se fait. Voilà. Alors, les bonnes pratiques. Je vous l'ai dit, pensez accessibilité. Pensez RNE aussi, responsabilité numérique de l'entreprise. C'est extrêmement important. La communication responsable, c'est aussi la responsabilité numérique de l'entreprise. Donc, la taille des sites, le type de support, est-ce qu'on fait de la vidéo, est-ce qu'on ne fait pas de la vidéo, le poids des images, etc., etc. Les entreprises ont une responsabilité numérique. Alors maintenant, on a la RSE, on a la RSO pour les organisations, on a la RNE pour la responsabilité numérique, mais voilà.
Utiliser l'IA avec éthique et mesure. Alors il y a une conférence sur l'IA en ce moment, mais plutôt qui s'adresse plutôt aux consultants. Ça vaudrait 1 heure, voire un jour entier sur ce sujet-là. L'IA en communication, c'est un vrai sujet. Et c'est notre responsabilité à tous de l'utiliser avec éthique et mesure. Globalement, aujourd'hui, on a à disposition un outil qui peut communiquer à notre place, qui est extrêmement énergivore. Aujourd'hui, si le numérique s'apprête à dépasser à faire exploser tous les compteurs en termes d'impact carbone, c'est vraiment depuis l'arrivée de l'IA principalement. Donc voilà, je ne vais pas débattre là-dessus, mais quand on est communicant, c'est un vrai sujet. Donc il faut le creuser. Il y a des formations, il y a des MOOC, il y a des sensibilisations, il y a la fresque du numérique qui peut vous permettre déjà d'avoir un peu de sensibilisation, mais vraiment il faut creuser ce sujet de l'IA. Se méfier des idées reçues, j'ai donné l'exemple du print versus numérique tout à l'heure. Ça, c'est l'exemple caractéristique. Ah, j'arrête le papier, etc. Pas forcément. Voilà, pas forcément. Donc, vraiment se méfier des idées reçues. J'avance. Mesurer l'impact, c'est extrêmement important. Réduire la pression et les volumes publicitaires. Dans les bonnes pratiques, ça, c'est un impondérable. Je disais tout à l'heure se questionner sur l'utilité. La caractéristique, je l'ai dit, de la communication classique, c'est les volumes. Tout est plus, trop, énorme. On est exposé à 1200 messages par jour, tout support confondu, c'est-à-dire entre la radio qu'on écoute le matin, éventuellement les replays, le temps qu'on passe sur un ordinateur dans la journée, etc. 1200 messages à vocation de communication par jour. Donc il faut réduire les volumes, la pression, et pour la planète et pour notre santé mentale et la santé mentale de nos parties prenantes. Connaître le cadre réglementaire, les référentiels, c'est extrêmement important. La RPP, pour les communicants, la RPP a édité un listing des allégations qui ne sont plus autorisées dans la communication, par exemple. Il y a des lois comme la loi AGEC, etc. Il y a plein de lois, il y a une réglementation, il faut la connaître. Autour de la communication responsable, hein, j'entends. Choisir des héros et héroïnes ordinaires, ça aussi c'est extrêmement important. Je l'ai évoqué, mais communiquer de façon responsable, c'est pas survendre. Une personne qui se met de la crème, c'est une personne qui se met de la crème, quoi. Elle ressemble pas forcément à un top modèle de mannequin le matin quand elle se lève. Et voilà. Donc des héros, des héroïnes et des situations ordinaires. C'est ça aussi la base de la communication responsable. Diffuser de nouvelles normes sociales et éco-compatibles, c'est aussi un sujet à part entière et c'est important quand on est communicant de creuser et d'aller se renseigner sur cette notion de récit. Je n'ai pas voulu aujourd'hui orienter sur les récits parce que ça aurait été le sujet d'une conférence, mais aujourd'hui, on a été abreuvé par ce récit de l'American Way of Life depuis les années 50. Ça a marché pendant 50 ans. On a besoin de nouveaux récits pour aller vers de nouveaux comportements. Donc, il y a un travail à faire qui relève des citoyens que nous sommes, parce qu'en tant que citoyens, nous sommes clients d'entreprises, nous sommes consommateurs de marques, mais qui relève aussi des communicants. De l'éthique des communicants, parce que la communication responsable, c'est une communication éthique. Voilà, donc ça, c'est un deuxième sujet qui vaut d'être creusé par des formations, des MOOC, etc. C'est les nouveaux récits. Attention aussi au code graphique, hein, la surconsommation de verre, d'arbres, de fleurs, etc. Ça ne fait pas une communication responsable. Hein.
loin de là. Et c'est pareil pour la sémantique. C'est hyper important d'opter pour une sémantique positive. Quand on est dans une communication responsable, on utilise une sémantique positive. On parle de ce que ça apporte plutôt que de ce dont on doit se priver en réalité. Parce que très souvent, c'est plus ce que ça apporte qui compte. Hein. En revanche, on commence à avoir une espèce de... Enfin, ça vaut de toute façon pour l'ensemble de la richesse sémantique sociale aujourd'hui qui donne un peu l'impression de s'appauvrir. Mais de manière... Enfin, voilà, j'utilisais le terme émotion tout à l'heure. Bah, l'émotion, c'est vrai qu'on en mange un peu à toutes les sauces, quoi. Et on n'arrive plus très bien à parler d'émotion sans utiliser le terme émotion. On est un peu pauvre, en fait, sur notre sémantique. Donc, essayer d'enrichir sa sémantique quand on est un communicant, c'est pas que le travail des concepteurs-rédacteurs. C'est aussi le travail d'un chargé de com qui va rédiger un brief pour une agence. C'est aussi le travail d'un graphiste qui pourtant va pas forcément travailler les mots, mais elle va pas toujours travailler les mots, mais il va quand même juger de la qualité aussi de ce que va proposer le concepteur-rédacteur. Donc voilà, donc il faut enrichir et n'hésitez pas. Baisser l'impact des supports, on l'a beaucoup dit, et valoriser les impacts positifs des nouveaux comportements, on l'a dit aussi. Tout ça, ça concerne la communication responsable. Donc voilà quelques bonnes pratiques, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le guide de l'ADEME qui est évidemment très intéressant à ce sujet, mais vous trouverez aussi pléthore de webinaires, etc. en ligne. Un petit mot, et je m'arrêterai là ensuite. En amont, on parlait de la communication responsable qui ne peut fonctionner que si elle est dans une approche systémique. En amont, si on n'a pas repensé le modèle marketing, cette fois, pas la com à proprement parler, mais le modèle marketing de l'entreprise, le pauvre communicant qui est derrière, il va s'accrocher pour essayer de changer les comportements, etc. Ça veut dire quoi, repenser son modèle marketing? Je vous l'évoque tout de suite, mais très rapidement. C'est passer des 4 P aux 6 R. Les 4 P, c'est prix, produit, promotion et place. Je l'ai en anglais, je ne l'ai plus en français comment on l'a traduit, mais le dernier, c'est place en anglais. Donc, je ne sais plus comment on l'a traduit en français, je m'en excuse. Voilà, les fameux 4 P d'un mix marketing traditionnel. Et on va passer aux 6 R. Les 6 R, c'est quoi? C'est repenser. Donc ça, c'est dans la phase marketing, amont de développement de son produit, etc. Repenser le rôle social et environnemental de l'entreprise pour qu'elle devienne une entreprise contributive au bien commun, collaborative et éclairante. D'accord? Donc repenser. Respecter le vivant dans son ensemble quand on pense son développement marketing. Rémunérer chacun à sa juste valeur et surtout chacun justement. Raconter ce qui fera la différence, suscitera le désir autour d'un produit-service durable. Réduire les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. Donc là-dessus, on va aller notamment sur tout ce qui est nouveaux modèles économiques, réduire, recycler, réemployer, etc. Les nouveaux modèles de l'économie, de la fonctionnalité, économie circulaire. Et puis rallier à de nouveaux modes de vie et de nouveaux comportements. Ça, c'est en phase de marketing. Donc s'il y en a parmi vous qui sont plus marketeurs que communicants ou ont plus vocation à ça, à creuser. Voilà, le troisième sujet, après l'IA, le marketing des 6 R et les nouveaux récits. Voilà. On va prendre un petit temps, si vous voulez, de questions. Je voulais juste vous dire un mot, parce que j'aurais aimé vous mettre des exemples, mais les exemples qu'on peut mettre sur les sujets de communication responsable, ils sont souvent très publicitaires, parce que ce sont les plus parlants. C'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple de la campagne Intermarché sur les fruits et légumes moches, voilà, que tout le monde peut connaître. C'est certaines, j'en ai d'autres en tête, c'est Mustela, qui est une marque plutôt très engagée, même très très engagée sur le chemin de l'entreprise contributive, voilà. Et je voulais juste vous dire un mot sur Pocheco,
Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette structure? Voilà. Donc Pocheco, c'est un très bel exemple d'entreprise contributive, et même plus que ça, puisqu'il a Emmanuel Druon, qui est le fils du fondateur, parce que c'est une entreprise qui existe depuis, ou même peut-être plus que ça. C'est une entreprise qui existe depuis 1928, qui est située dans les Hauts-de-France et qui fabrique des enveloppes. Donc autant vous dire que le marché de l'enveloppe, depuis 1928, il a quand même souffert, et qu'ils auraient dû s'écrouler des tonnes de fois. Mais vraiment. Et en fait, Emmanuel Druon a repris, il me semble, durant les années 90, après son père. Et il était convaincu qu'il était plus économique de travailler de façon écologique. Et il a transformé son entreprise pour faire ce qu'on appelle de l'économie. Voilà, donc de l'économie écologique. Et alors, il a fait plein de choses, mais une des choses les plus importantes, c'est que la Terre est prise en compte dès l'amont de sa chaîne de valeur. Il a estimé que la Terre, c'était vraiment une partie prenante hyper importante de son modèle économique. Donc, elle est prise en compte dans la gestion des forêts finlandaises. Aujourd'hui, il a un fournisseur pour le papier. Ce sont des forêts gérées. Il y a 10 arbres replantés pour un arbre coupé. Donc, il a une matière première qui génère qui non seulement qui a un impact CO2 positif. Voilà, c'est sur sa matière première. La Terre, elle est prise aussi en compte dans la gestion de l'eau pour la dilution des encres. 20 ans de R&D pour réussir à avoir des encres pour ces enveloppes qui soient responsables, et surtout qui aient un impact positif. C'est-à-dire que l'eau qui est utilisée, elle est nettoyée par une bambouseraie sur le site, et elle est réutilisée pour générer de l'énergie, etc., etc. Tout est circulaire. La Terre aussi, dans l'écosystème naturel dans lequel est implantée l'entreprise Pocheco dans les Hauts-de-France. Ils ont évidemment des toits végétalisés, ils fournissent un peu au niveau de la commune, etc. Mais dans les parties prenantes, il y a aussi les collaborateurs qui participent au site qui a été pensé en permaculture, qui, quand il y a une baisse d'activité sur la partie enveloppe, vont travailler dans les jardins pour faciliter la production d'énergie. Enfin, voilà, il y a tout un système de circularité. Il a repensé. C'est vraiment une belle histoire. Donc, si vous avez 10-15 minutes un jour, allez lire un petit cas pratique sur Pocheco. C'est une belle histoire, une belle démonstration de ce qu'on peut faire avec quand on a une PME, hein, c'est une PME, et qu'on croit fondamentalement à son développement économique par une démarche écologique. Et en plus, ils en parlent très bien, donc il y a des beaux exemples de communication responsable chez Pocheco. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses avec lesquelles éventuellement vous n'êtes pas d'accord ou d'autres, ou des expériences à partager ? Non, pas particulièrement. Oui. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question, c'était justement par rapport aux nouvelles formes de communication. Est-ce que l'engagement territorial, c'est quelque chose qui commence à émerger chez les entreprises? C'est-à-dire là, dans les 6 R, repenser, en fait, devenir contributif sur son territoire, au-delà des fois de son activité propre, et utiliser ça comme levier de communication, et ce qui rejoint aussi des fois les logiques aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire du sponsoring sportif, mais bon, quel est l'impact aujourd'hui de sponsoriser le Tour de France, un gros club sportif, et plutôt aller diriger ça vers du contributif sur son territoire, mais le mettre en avant aussi, quoi, dans sa stratégie d'entreprise globale. Alors oui, oui, le territoire et son implication territoriale, c'est extrêmement important. Ça l'est d'autant plus que en ces temps d'incertitude géopolitique internationale, la confiance dans le territoire est en train d'augmenter fortement, et le recentrage aussi des entreprises sur leur
territoire et leur écosystème local est extrêmement important. Communiquer sur ce qu'on fait sur son territoire, c'est de la communication responsable à condition que ce qu'on fait soit vertueux. Effectivement, le sponsoring est souvent un levier de communication locale parce qu'on va sponsoriser un club de sport, une manifestation. Oui, c'est un levier intéressant, mais pour que ce soit un levier efficace, il faut que ça réponde à nos objectifs d'entreprise. Il faut que ce soit aligné avec notre stratégie et aligné avec nos valeurs. Est-ce que, si on est une entreprise qui est extrêmement inclusive, par exemple, et qu'on sponsorise une équipe handisport, ça fait sens. Voilà. Là où la communication perd en efficacité, c'est quand elle est un peu décorrélée de qui on est en tant qu'entreprise. C'est toujours ça. On arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait, et ça peut être contre-productif. Donc oui. Et le territoire est vraiment aujourd'hui un levier RSE même, au-delà de la communication, de plus en plus préempté, et d'autant plus que dans les parties prenantes, on cherche à avoir du lien avec, et on va communiquer et interroger aussi le territoire et créer des interactions, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, suggestions? Hop. Alors, Bonjour. ma question, c'était comment est-ce qu'on arrive à engager justement cette communication responsable et qui, dans l'entreprise, qui est le plus à même à enclencher cette transition vers du responsable? J'ai été animatrice RSE et communiquer sur le bilan carbone, typiquement, c'est jamais fun parce que il n'y a pas beaucoup d'émotions, c'est des chiffres et c'est compliqué. Et trouver, ma chargée de com était pas très à même de m'aider sur les sujets parce que pas assez de connaissances. Et du coup, j'étais un peu seule dessus. Et justement, je voulais faire un peu de la communication responsable dans le sens, engager la discussion, engager les gens dans cette réflexion. Et du coup, comment est-ce qu'on engage tout le monde comment est-ce qu'on arrive à mettre en mouvement, quoi. Alors, le bilan carbone, c'est un exemple assez caractéristique parce qu'en fait, un bilan carbone, ça n'est qu'un diagnostic. Donc, effectivement, c'est pas... du point de vue émotionnel, ce dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai envie de presque reprendre certaines des choses que j'ai déjà dites, c'est-à-dire la première chose, c'est de très vite passer de la partie bilan chiffré à la trajectoire, parce que ce qui compte, c'est la trajectoire. Et la trajectoire, elle se co-construit. Et c'est comme ça qu'on peut embarquer, c'est en proposant une co-construction de la trajectoire. Ok, il y a un bilan, voilà où on en est. Ça peut prendre 5 minutes de restituer un bilan carbone. Alors, pas si on le restitue aux décideurs, aux directeurs de site, etc. Ça va demander un peu plus de temps parce qu'ils ont besoin de savoir où sont les impacts. Mais pour la masse des collaborateurs, ça peut prendre 5 minutes. Ce qui est important, c'est la trajectoire, c'est de la co-construire, effectivement, d'être toujours dans de la communication et du coopératif. C'est quand même le levier de la communication responsable. Et demander, une fois encore, les gens aiment bien donner leur avis de manière générale. Ils aiment bien quand on les consulte. Ils font les timides, mais souvent derrière, dès ils aiment bien qu'on les consulte. Donc, c'est plus facile d'embarquer dans ces conditions-là. Après, ça reste, on est confronté aux mêmes difficultés que la communication classique. Et c'est pas un miracle. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que la com est responsable qu'elle fonctionne mieux. En revanche, quand elle fonctionne, elle est bien plus bénéfique. Voilà, c'est ça surtout. Merci. Je vous en prie. On va s'arrêter là pour laisser la place à la personne qui va faire sa conférence derrière. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon salon.